Ils sont venus au rendez-vous d'Ilana et c'est sur Judéique FM. Un comique, il a besoin que d'une chose, c'est d'entendre les rires. J'étais longtemps amoureuse de la tragédie grecque. Je prépare ce fameux Hamlet. C'est pas la peine de venir au théâtre pour s'asseoir dans une salle. Vous me flattez beaucoup, vous avez tort. Gentleness and laughter, these are things you always stood for. Help us find them too. Hey there, Maria, Santa Maria, Maria, Maria. Quoi de mieux que de commencer cette émission avec ce roman palpitant avec Noah, chanteuse israélienne, qui chante une chanson religieuse Ave Maria, qu'elle pourrait très bien chanter. D'ailleurs, je crois qu'elle l'a chantée à Rome, devant le pape, cher Roland Portiche. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. On est ravis de vous recevoir pour ce roman qui vient de sortir, La Machine Ernetti, et c'est aux éditions Albin Michel. Alors Roland, d'abord, je voudrais faire part aux auditeurs de ma passion pour ce livre, pour ce roman, parce que j'ai commencé et je n'ai arrêté qu'à la dernière page. Alors c'est vrai on parle de roman, turn over, turn page, ceux qu'on ne peut pas lâcher. Et c'est vrai que votre roman est un peu comme ça. Alors ça se passe entre Rome, Jérusalem, le Brésil, et c'est une histoire incroyable qui, je crois, est un fait réel, puisqu'il y a vraiment eu un prêtre qui a fabriqué une machine à remonter le temps, Roland. Ben oui, en effet, cette histoire, je l'avais détectée quand j'étais encore gamin, dans les années 60. J'avais vu un entrefilet dans la presse du dimanche où on parlait en effet d'un prêtre italien qui aurait inventé une machine à voir dans le passé, y compris dans les périodes assez reculées. Et donc, sur les ordres du pape, il serait allé 2000 ans en arrière pour ramener de vraies images de Jésus de Nazareth. Je trouvais cette image, cette histoire tellement extraordinaire que je me suis dit, ça ferait un film formidable. Oui. Et puis, bon, le temps a passé, et puis je me suis dit, à un certain moment, peut-être qu'il serait intéressant de travailler sur un reportage là-dessus. Et puis, bon, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour faire un reportage, et mon éditeur m'a dit, écoutez, pourquoi vous n'en feriez pas un roman? J'en ai fait un roman, j'ai adoré ça, et puis c'est vrai que quand même, c'est une histoire fantastique, cette histoire d'un prêtre qui invente une machine à voir dans le passé pour découvrir le vrai visage de Jésus de Nazareth. En fait, on va pas tout dévoiler, on va quand même dire que évidemment c'est ordonné par le Vatican qui pense que dans le monde, la chrétienté est un peu commence à faiblir, et quoi de plus incroyable que pour rebooster un peu cette chrétienté, on peut leur montrer des images du roi Jésus sur sa croix qui renaît, qui revient. Mais dans votre roman, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Alors Roland, je voudrais vraiment insister sur le fait que c'est votre premier roman. On dirait pas, parce qu'il y a toutes les ficelles des romans comme ça à tiroir, des romans du 18e, du 19e qui nous plonge dans une espèce d'atmosphère romanesque, parce que et ça va très vite, c'est-à-dire on est quand même dans les entrailles du Vatican, après on est à Jérusalem, à la mer Morte. Donc c'est vrai, alors
quel est votre background en fait, si vous venez pas du roman, mais vous êtes un familier de ces histoires-là? Alors, mon background, d'abord, c'est que je suis réalisateur de télévision Voilà. depuis 30 ans et j'ai fait à peu près 300 émissions de télévision dans les genres les plus divers. Et puis, dans les dernières années, je me suis spécialisé dans le documentaire scientifique. Alors, j'avais justement réalisé 3 documentaires sur l'archéologie de Jésus. Donc, j'ai pu visiter quand même ce qu'on appelle très pudiquement dans les émissions La Terre Sainte, pour gêner personne, et j'ai pu visiter ça avec des spécialistes de l'école biblique de Jérusalem, des archéologues israéliens. Donc toutes les informations qui sont dans le livre sont puisées aux meilleures sources. La documentation est irréprochable. Alors évidemment, j'y ai rajouté quelque chose de mon cru, qui est énorme. Mais évidemment, comptez pas sur moi pour vous le dire, parce que ce sera enlevé tout le suspense du livre. On va simplement dire que Jésus n'est pas tout à fait comme on s'imagine, quoique, parce que cette machine, alors je sais pas si c'est vrai, vous allez nous dire, comment vous avez découvert la véracité de cette machine, alors, parce que quand on lit le roman, c'est incroyable, quoi. Ça paraît très vrai, cette machine qui voit le temps. Alors elle est où d'ailleurs, si c'est vrai? Si c'est vrai, cette machine aurait été démontée, parce que ce qu'a vu le père Ernetti, à l'époque de Jésus, était tellement énorme, comme vous dites, en tout cas tellement dérangeant, que le pape, alors je pense que c'est le pape Paul VI, a décidé de faire démonter la machine et de la cacher dans le coin le plus reculé des archives secrètes du Vatican, qu'on appelle le bunker. Alors le bunker, c'est l'endroit où le Vatican cache véritablement toutes ces pièces les plus secrètes. Alors bon, qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? Est-ce que le père Ernetti était un mythomane? Beaucoup le pensent. Est-ce qu'au contraire c'était un physicien génial? Je n'en sais rien, et je vous dirais que j'ai pas trop envie de le savoir. Voilà. La vérité, c'est que c'est un formidable argument de roman qui permet non seulement de faire un thriller qui en effet tient les gens en haleine. Le temps sans doute, mais aussi de raconter un certain nombre de choses sur la vérité, l'histoire, l'illusion, parce que cette machine qui dévoile d'une certaine manière l'histoire crue telle qu'elle est, dévoile aussi toutes les fictions dont on a l'habitude de l'habiller, l'histoire. Et là, on découvre le christianisme tel qu'il était vraiment, et pas tel qu'il a été habillé par 2000 ans d'histoire chrétienne. C'est vrai que sans tout dévoiler, votre Christ ressemble plus vraisemblablement à ce qu'il devait être, c'est-à-dire un juif, un israélien, basané, costaud puisqu'il était charpentier, qu'à l'image qui a été après véhiculée par l'Église et autres. Roland, il est très structuré ce roman quand même pour un premier roman, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce que j'appelle le roman à tiroir, c'est-à-dire il y a plusieurs personnages avec plusieurs intrigues qui vont se mêler autour de cette machine. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces personnages et surtout dans lequel vous vous reconnaissez le mieux, vous, Roland Portiche? Les deux. Il y a 3 personnages principaux. Il y a évidemment d'abord le père Ernetti qui reçoit cette commande du pape: fabriquez-moi cette machine à partir des calculs d'un physicien qu'on voit au début. Ça, c'est génial, cette scène. Et qui est mort, qui a vraiment existé, ouais. Qui était l'équivalent d'Einstein. Vous savez que Majorana est respecté aujourd'hui par les physiciens comme vraiment l'équivalent d'Einstein, mais il s'est suicidé en 1938. Enfin, on croit qu'il s'est suicidé. Dans votre livre, ce qui est génial, c'est qu'on pense que peut-être c'est suite à la découverte de certaines choses qu'il aurait vues lui. Voilà. Alors, on a pensé beaucoup que c'est parce que c'était suite à la découverte du secret de la bombe atomique, mais en vérité, il y avait peut-être autre chose. Et dans mon idée, il y a peut-être autre chose qui a fait qu'en fait, il s'est pas suicidé. Il a fui dans un monastère sicilien. Donc il y a ce personnage qui est le père Ernetti, qui est un intellectuel avec des petites lunettes cerclées, qui a un visage d'enfant, qui est charmant, qui est adorable. On est sous le charme, hein. Oui, mais qui est un peu faible. Et à côté,
je raconte 2 histoires parallèles au début qui finissent par se rejoindre. Il y a Natacha. Alors Natacha, c'est une jeune Israélienne qui travaille au musée Rockefeller parce que c'est une archéologue et elle a fait une thèse sur l'archéologie de Jésus. Et alors, elle est obsédée par quelque chose. Ça se passe dans les années 50 et on venait juste de découvrir les manuscrits de la mer morte. Alors ça, c'est une affaire que je connais vraiment très bien parce que j'ai fait un reportage et même plusieurs reportages sur les manuscrits de la mer morte. Donc je m'inspire de gens que j'ai vraiment connus. Et il y a eu une époque où on a cru, et c'est le cas de Natacha, que le christianisme, la naissance du christianisme, s'expliquait grâce à cette communauté qui s'appelait les Esséniens, les auteurs des manuscrits, et qu'au fond, le christianisme n'était que une hérésie juive. Ouais, et donc ça, elle a cette certitude-là, elle est obsédée par cette idée-là, et donc voilà. Et puis à un certain moment, ils se rejoignent les deux parce que le pauvre Ernetti, sa machine est prête à fonctionner, elle est prête à plonger, et il a besoin de quelqu'un qui parle araméen, parce que vous savez que Jésus ne parlait pas hébreu, il parlait l'araméen. Absolument. Et donc le pape fait appel à des spécialistes, et c'est cette fille qui va l'assister, et ils vont former ensemble une sorte de commando. Donc j'ai un commando, si vous voulez, mais ça c'est génial d'envoyer une fille qui est quand même assez jolie, et pendant tout le roman on se demande mais est-ce que le prêtre va transgresser? Il est déjà dans la transgression, le père Ernetti, avec cette machine. Il a peur de ce qu'il va découvrir. Il a peur de ce qu'il va découvrir. Et elle, évidemment, à moins de prévention qu'elle est plus tranquille. Et ce qu'il va découvrir va les stupéfier, va les étonner tous les deux. Et va étonner aussi le pape. Et il y a un troisième personnage qui est un personnage. Alors, il me faut un vilain. Il fallait un vilain, quoi. Il faut le vilain. C'est un vilain très vilain. Très vilain, qui s'appelle le père Carvalho et qui est un cardinal, pas un cardinal d'ailleurs, un évêque, l'évêque de Rio, et qui lui veut renverser la table du Vatican, veut fonder une sorte de gauchiste mais un peu mégalomane et paranoïaque, et qui lui aussi cherche à s'emparer de la machine à voir dans le passé, mais avec d'autres intentions. Oui, lui est complètement mégalomane. Oui, un personnage épouvantable. Je me suis inspiré comme toujours. Vous savez, un romancier c'est toujours un voleur, donc il pique à droite et gauche. Je me suis inspiré de quelques personnages de la politique française, mais je vous dirai pas qui. Vous me direz pas qui. Eh ben, écoutez, on marque une pause et on se retrouve en musique. On reste en Italie, Roland. Vous allez voir, c'est très beau. On écouterait bien jusqu'au bout cette chanson, Roland Portiche. On se retrouve pour la seconde partie de notre émission consacrée à votre magnifique roman, La Machine Ernetti aux éditions Albin Michel. On vient d'écouter Andrea Bocelli et Laura Pausini, Vivo per lei, je vis pour elle. Et on se dit, allez, on part, là on est romanesque. Et si c'était le père Ernetti et Natacha qui chantaient ensemble, je vis pour elle, je vis pour cette machine Ernetti, puisque dans tout votre roman, on voit ces deux personnages quand même aux prises avec cette machine qui voit le temps, et tous les deux forment, comme vous le disiez, un commando face aux méchants. C'est vraiment Batman contre l'homme vert, et tout à coup tout s'embrase, Roland, dans le livre. Oui, il faut dire que c'est vrai que c'est un couple merveilleux. Le père Ernetti, un peu rêveur, un grand intellectuel, un grand physicien, mais un peu rêveur et un peu dépourvu devant les méchants qui s'agitent autour d'eux, et cette fille Natacha, très très bonne archéologue, donc qui va vraiment l'aider, mais qui est aussi une battante. Et je crois que ce couple est un couple qui était fait pour fonctionner. Alors d'abord c'est un tandem de travail, mais vous pouvez pas savoir le nombre de gens qui me disent mais à la fin est-ce qu'ils finissent? Mais moi surtout je vous ai même envoyé un mail, j'ai dit mais alors qu'est-ce qui va se passer? Vous m'avez dit peut-être la suite. Mais c'est vrai que en même temps le père Ernetti est quelqu'un de très sincère, de très authentique. Il a travaillé avant avec un autre père dans votre roman, avec qui il faisait aussi osmose, et qui est parti dans un monastère et qui va aller le voir. Je crois que c'est quelqu'un qui a la foi. Qui a la foi et qui est un authentique chrétien. Voilà. C'est-à-dire que quand vous voyez des gens comme Ernetti, vous vous dites quand même, christianisme,
c'est vraiment quelque chose. Ouais. C'est quelque chose d'important. Et bon, il y a eu les aléas de l'histoire, bien entendu, mais c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un vrai chrétien, il le dit. Mais comme tous les vrais chrétiens, il est prêt à se sacrifier. Or, on est dans un monde où le sacrifice est, on peut peut-être essayer de l'éviter. Et Natacha l'aide beaucoup de ce côté-là. Alors Roland Portiche, c'est vrai que ça se passe dans la fin des années 50, on va le dire, c'est pas aujourd'hui. Les reconstitutions sont incroyables. Comment vous avez fait pour vous documenter au niveau du Vatican? Est-ce que vous y êtes allé? Parce qu'on a vraiment l'impression que vous connaissez parfaitement cet endroit. Je connais très bien Israël, parce que j'y suis allé évidemment très très souvent, pour le tournage, pour des tournages et pour le plaisir, évidemment. Et puis, je connais aussi bien le Vatican, parce que, j'ai encore, la télévision est un instrument formidable, parce que vous avez la possibilité d'aller avec une caméra visiter les endroits les plus improbables, avec les meilleurs spécialistes du monde. Alors, c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est un privilège formidable. Et donc, je connais bien le Vatican. J'y suis allé pour d'autres choses que, évidemment, le père Ernetti. Mais j'ai même visité les archives secrètes du Vatican. Oui, parce qu'il y a tout un endroit, évidemment, dans le roman où les personnages vont dans ces archives et qui s'appelle donc aujourd'hui les archives apostoliques du Vatican. À ce propos, je peux vous dire un truc tout à fait étonnant, c'est que ces archives secrètes sont fermées pour les 75 dernières années. Mais ce qui avant, au fur et à mesure que le temps avance, se débloque. Or, la période qui concerne Pie XII, la période du père Ernetti, se débloque en ce moment. Ce qui fait que des tas de gens se demandent, mais peut-être qu'on va enfin savoir le fin mot de l'histoire pour cette machine. Est-ce que cette machine est encore là? Alors, dans mes romans, oui, elle est encore là, démontée et enfermée dans 5 caisses et prête à resservir. Prête à resservir. Alors, Roland, on l'a dit, c'est un roman haletant. C'est votre premier roman, on l'a dit en première partie. Vous êtes un homme de la caméra, ça se sent, puisque effectivement, on le voit. Ça sera probablement, j'espère pour vous, un jour un film à la Spielberg ou un film à l'américaine. Est-ce que ça a été dur de passer à l'écriture, en fait? Pas du tout, parce que mon imaginaire, il est cinématographique et il reste cinématographique d'une certaine manière. J'ai écrit ce roman comme si je regardais un film. Vous savez, quand j'écrivais une scène, je voyais la lumière, je voyais les angles de caméra, je voyais les mouvements de caméra. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on peut plus écrire des romans à l'ancienne. Je crois qu'il faut qu'on tienne compte de cet inconscient nouveau qui existe chez tout écrivain, qui est celui de l'hégémonie des séries. Des séries, et certaines sont d'une très très grande qualité. Et donc, ce qui s'imposait à moi, à mesure que j'écrivais, c'était la logique des séries, avec le suspense, les histoires entremêlées, qu'on faisait pas avant. Et alors, aidé par mes éditeurs, qui eux aussi sont très très branchés sur ça, j'ai essayé de faire, vous savez, quand on me dit, un jour, quelqu'un m'a essayé de me dire, essayez de me raconter, de définir votre style. Mais je dis, j'essaie d'écrire en cinémascope. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, cette machine, évidemment, elle se construit pas toute seule. C'est compliqué. Donc là aussi, c'est formidable dans le roman puisque le Vatican, le pape, va ordonner à les meilleurs savants de venir. Il y a un japonais, il y a un français, il y a un américain, etc. Donc ça aussi, fallait quand même l'inventer, tout ça. Ben non, justement, je l'ai pas inventé. Je l'ai pas. Dans la légende du père Ernetti. Ouais. Est-ce vrai, est-ce faux, était-ce un mythomane ou non? Court cette idée qu'ils étaient 12, comme les 12 apôtres, 12 savants venus du monde entier. Alors lui, je crois qu'il faisait même venir Enrico Fermi, le père de la bombe atomique américaine, mais il était mort. Et donc il a travaillé avec ces 12 chercheurs. Alors moi, c'est d'autres chercheurs, bien évidemment, que j'ai imaginé. Mais non, il aurait travaillé avec les meilleurs physiciens du monde entier, contactés par le pape lui-même. Ils n'ont pas osé dire non, évidemment. Puis en plus, ils étaient très bien payés. Oui, ça vous le dites. Ils sont tous venus à Rome pour fabriquer un chronoviseur virtuel, parce que le pape avait très peur quand même que la machine devienne une réalité entre les mains des uns ou des autres. Un chronoviseur virtuel, mais dont le père Ernetti faisait son profit pour fabriquer le chronoviseur réel à 500 mètres de là. Voilà. Ouais. Et Roland, juste, il y a aussi, pour embrayer la machine et pour l'agrandir,
la CIA qui s'en mêle, le KGB et puis notre cher Mossad aussi. Donc ça, c'était important pour refermer en fait ce cercle du roman et lui donner le piment complet. Ben oui, parce que finalement, cette affaire va devenir une affaire internationale. Et comme dans tout bon thriller il y a effectivement ces services secrets. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas tellement la CIA. Encore que la CIA, on a un personnage qui est plutôt sympathique. Ouais. Mais ce qui m'a intéressé, évidemment, c'est le Mossad, puisque Natacha, qui à un certain moment de sa vie se sent un peu inutile et voudrait servir à quelque chose. C'est une fille de survivants, c'est important. Oui. Elle vient en Israël, c'est une rescapée, elle a perdu sa famille. Elle est arrivée ça va à lui 7 donner ans. de la force. Oui, c'est ça. Et puis, à un certain moment, son hypothèse des Esséniens est un peu battue en brèche. Elle trouve pas trop bien à prouver ce qu'elle voudrait prouver, à savoir que le christianisme est issu de l'hérésie essénienne. Et donc, elle se fait employer par un certain Zvi Heiser qu'elle va rencontrer à Tel Aviv et qui lui propose de travailler pour le Mossad, en effet. Mais à mi-temps, elle reste quand même conservatrice. Donc, c'est toutes ces clés, ces rebondissements qui vont faire que ce roman est haletant. Alors, juste, il vient de sortir, Roland. Est-ce que vous avez déjà des échos de comment il est reçu par la presse, par les lecteurs Écoutez, je voudrais pas... Allez, si. Allez, avec nous, vous pouvez. Je peux. Alors, si vous me dites... C'est formidable. Bon, vous êtes content? Ah ben, attendez, plus que content. C'est-à-dire qu'il est clair que le roman touche les gens. Alors, quelqu'un m'a même dit, il va devenir culte. Le culte, je sais pas, mais c'est un peu exagéré. Il y a un journaliste qui a trouvé que c'était même mieux que Dan Brown. Bon, j'en sais trop rien, et c'est surtout pas à moi de le dire, parce que je serais vite ridicule. Mais ça touche les gens. Vous savez, il y a toujours un moment où ce que vous faites, ça c'est formidable quand ça arrive. Ça arrive pas souvent, hein. Ce que vous faites, parce que ça m'arrivait pas très souvent avec les émissions de télévision, vous échappe. Et les gens en font leur profit, imaginent les personnages à leur manière. Ça touche les gens et c'est plus tout à fait mon roman, c'est le roman des gens. Alors, Roland Portiche, c'est l'heure de nous séparer bientôt. Je sais que vous avez signé pour 4 suites avec celui-là, donc 3 autres. Ouais. Donc, vous m'avez vaguement dit que le deuxième était terminé. Le deuxième est terminé. Il sort quand ? Il va sortir en même temps que l'édition de poche du premier, c'est-à-dire dans quelques mois. Il faut attendre. Mon Dieu. Voilà. Il faut attendre pour retrouver le père Ernetti et Natacha. Et à chaque fois, je prends des grands mystères de la Bible. Le deuxième s'intéressera au temple de Salomon, au premier temple d'Israël. Donc, vous allez plus aller vers nous, là. Ah oui, ça... et vers comment vous pouvez pas savoir à quel point. On va voir Samson, alors. Non, mais vous verrez David. Et Salomon tels qu'ils étaient vraiment, et puis peut-être effectivement la manière dont le judaïsme s'est constitué. Merci beaucoup, Roland Portiche. Votre livre à lire absolument, et puis l'été arrive, alors surtout prenez-le avec vous, La Machine Ernetti, l'incroyable secret du Vatican. Roland Portiche aux éditions Albin Michel. Merci Roland, à très vite. Au revoir. Ils sont venus au rendez-vous d'Ilana et c'est sur Judéique FM. Un comique, il a besoin que d'une chose, c'est d'entendre les rires. J'étais longtemps amoureuse de la tragédie grecque. Je prépare ce fameux Hamlet. C'est pas la peine de venir au théâtre pour s'asseoir dans une salle. Vous me flattez beaucoup, vous avez tort.